Chers amis auditeurs, bonsoir. Cette émission fera partie d'une série d'au moins 2 émissions, peut-être 3, sur la question de l'écologie afin de chercher les pistes définitives pour pouvoir ensuite mettre en route une réflexion sur la question programmatique en vue de la création du parti. Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir. Vous retrouvez cette semaine pour la 61e édition de Fréquence Orage d'Acier. Ce soir, je suis en compagnie de Pierre Torty. Pierre, bonsoir. Bonsoir. Et nous allons vous entretenir d'un sujet qui nous tient à cœur à tous les deux, qui est la question de l'écologie. Faire un panorama des mouvements, des grandes tendances de ce qu'on appelle l'écologie radicale, qui se distingue de l'écologie, on pourrait dire, institutionnelle, l'écologie dont vous avez l'habitude d'entendre parler dans les médias, qu'il s'agisse, pour le cas de la France par exemple, d'associations aussi opportunistes et finalement assez peu écologiques que Greenpeace, France Nature Environnement, la Fondation Hulot ou encore le WWF, qui en fait sont totalement intégrés à des logiques, on va dire, oligarchiques et de pilotage finalement du désastre, d'accompagnement du désastre, de façon très médiatique et très spectaculaire, et qui en fait sont, pour certaines d'entre elles, très engagées dans un militantisme, on va dire, d'action exemplaire, comme c'est le cas de Greenpeace, et qui peuvent souligner à tel ou tel moment de vrais enjeux touchant à l'écologie, à l'écologie même radicale à certains égards, mais qui, par leur relation continue, suivie et approfondie avec le système de pouvoir en place, si vous voulez, participent d'une certaine façon du gouvernement et de la police politique. C'est-à-dire que d'une certaine façon, ils occupent un espace, ils le saturent et ils rendent impossible, d'une certaine façon, la formulation, l'expression de vraies solutions eu égard à la crise écologique qui touche aussi bien la santé humaine que la dégradation de l'environnement, l'enlaidissement des paysages. Un peu à la suite d'ailleurs de ce qu'a pu synthétiser Fabrice Nicolino, un journaliste connu pour ses travaux sur la toxicité. Il a écrit plusieurs ouvrages en compagnie de Monsieur Villerette sur la question des perturbateurs endocriniens, sur la question des pesticides. Et ces deux noms, Fabrice Nicolino et Villerette, sont les deux grands, on va dire, activistes et spécialistes français de la question de la toxicologie, qui affectent la santé humaine, en particulier la reproduction humaine, à la suite d'ouvrages importants américains, comme par exemple L'homme va-t-il disparaître ? Ces deux personnes, finalement, ont essayé de militer justement pour mettre au cœur du Grenelle de l'environnement, datant de 2007, la question absolument centrale des pesticides, qui a d'ailleurs un petit peu occupé aussi, je dois dire, la campagne des présidentielles de 2017, de cette année. Cependant, il faut dire que cette tentative, finalement, est un échec du fait, justement, de l'opportunisme, et des complicités, des accointances qui existent entre ces organisations de l'écologie institutionnelle et du pouvoir qui, pour l'essentiel, et ça nous le savons du fait de la lecture on va dire des marxiens, des post-marxistes, que ce soit les situationnistes, l'encyclopédie des nuisances, ou en général de la critique radicale du capitalisme, qui nous apprend bien sûr que l'État est devenu la béquille du capitalisme, et de cette façon, toute critique de la crise environnementale qui prend toujours sa racine en fait dans la forme techno-industrielle du capitalisme contemporain, est obligé de laisser l'essentiel de cette activité capitaliste dans l'ombre et loin de toute critique, justement parce que l'État ne peut pas attaquer d'une certaine façon son donneur d'ordre. Dans ce livre, Fabrice Nicolino, donc dans ce livre dont je voulais vous parler, Qui a tué l'écologie, qui est paru en 2010, il détaille longuement les complicités, justement, et il essaie d'identifier les personnalités, les raisons, les motifs qui ont poussé cette bande des quatre, comme il les appelle, donc WWF, Greenpeace, France Nature Environnement et la Fondation Hulot, à accompagner le désastre et non pas à le combattre comme ils le prétendent malheureusement trop souvent. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire un petit peu de la situation de l'écologie institutionnelle, de l'écologie opportuniste, mais Pierre, peut-être en dire un mot, vous qui êtes un militant écologiste, que peut-on retenir de cet activisme du WWF ou de Greenpeace ou encore de la Fondation Nicolas Hulot, qui, je le rappelle, vient de devenir vice-ministre de la République française à l'ombre d'Emmanuel Macron, en la personne de Nicolas Hulot, qui est donc le deuxième
personnage de l'État après le ministre de l'Intérieur. Oh bah l'écologie institutionnelle, l'écologie politique là qu'on voit à l'œuvre depuis des années maintenant, on va dire depuis l'apparition des Verts et puis après de toutes ces associations qui se sont créées. On voit bien que même si à la base, au moment de leur création, il y avait peut-être les intentions étaient louables et la sincérité était présente, ça ronronne si vous voulez. Il y a pas vraiment de grand combat. La nomination de Hulot à l'écologie, au ministère de l'écologie. Moi, la première réaction qui m'est venue à l'esprit quand j'ai appris la nouvelle, c'est formidable opération de greenwashing, quoi, comme on appelle ça. Hein. C'est comme les greenwashing. Pour faire court, c'est laver vert, c'est avoir une bonne image d'écolo, comme les grandes entreprises peuvent le faire, comme Total ou autres. Ben là, c'est exactement ce qui se passe avec le gouvernement Macron et la nomination de Hulot. Hulot, c'est pas quelqu'un de désagréable en soi. Ses émissions à l'époque Ushuaïa étaient peut-être intéressantes et ont pu contribuer à ma prise de conscience de l'importance de la préservation de la nature et de la terre de manière générale, de par les images qui nous donnaient à voir, qui étaient édifiantes, tout comme son concurrent, si on peut dire, Artus Bertrand. Une fois que ceci est posé, une fois que ceci est fait, eh bien, il faut agir. Et force est de constater que l'action, on l'attend toujours. Alors effectivement, il y a eu des choses de Greenpeace qui empêchent des exécutions comme ça sommaires de dauphins dans les Féroé ou de baleines au large du Japon. C'est très bien, mais est-ce suffisant? Je ne le pense pas. Et c'est pour ça que il nous faut aller beaucoup plus loin dans la défense de l'écologie et dans l'action écologiste. Et c'est pour ça que les différents mouvements de l'écologie radicale peuvent nous être très utiles et il faut les connaître pour ensuite pouvoir séparer le bon grain de l'ivraie, connaître les apories, parce qu'effectivement il y a les apories de l'écologie politique et institutionnelle, on en a parlé, mais il y a aussi, ne nous voilons pas la face, des apories assez importantes dans certains mouvements de l'écologie radicale. Donc il faut trouver la bonne voie, le juste milieu, et tout ça, effectivement, c'est essayer de débroussailler tout ça. Et il est vrai que pour un jeune militant ou quelqu'un qui a comme ça l'intuition de l'importance du fait écologique, ce n'est pas simple de savoir où mettre les pieds. Oui, c'est tout à fait ce que nous nous proposons de faire lors de cette émission, d'y contribuer en tout cas, d'essayer, comme vous l'avez dit, de trier le bon grain de livret, d'écarter finalement les grandes impasses d'une partie de cette écologie radicale. Aussi, peut-être commencer par là, dénoncer les impasses de l'écologie opportuniste, de l'écologie institutionnelle. C'est vrai on y reste encore un petit instant. Vous avez parlé de Nicolas Hulot, de la figure Nicolas Hulot, en effet sympathique. On a tous, pour ceux qui ont au moins plus de 20 ans, le souvenir de ces émissions Ushuaïa où en effet les images très édifiantes, comme vous le disiez, très belles, la beauté de la nature finalement était le principal argument en faveur de sa défense, de sa préservation. Vous avez parlé d'Ariane Artus Bertrand, qui lui aussi a fait des photographies aériennes de paysages absolument sublimes, et montrant aussi parfois, je dirais, l'imbrication des activités humaines dans des paysages pas souvent menacés, et souvent menacés par d'autres que par les habitants, je dirais, par les populations autochtones de ces paysages. Encore que l'on sache aujourd'hui qu'en fait toute activité humaine, du fait justement du caractère pécamineux, du caractère blessé de la nature humaine, a tendance malgré tout à transformer, modifier, le plus souvent pour le pire, son environnement, et cela depuis les origines, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que les questions de pollution ou de dégradation de l'environnement ne datent pas de l'ère industrielle. C'est une chose que nous portons en nous, mais qui a été démultipliée par la puissance de l'industrie, la puissance de l'industrie que lui permettait justement la forme capitale qu'elle a prise. Mais vous parliez de ces deux personnes, Nicolas Hulot et Artus Bertrand, qui sont tous les deux quand même aussi de grands usagers de moyens de transport mécaniques, extrêmement polluants, extrêmement bruyants, et le plus souvent aussi, je dirais, enlaidissant finalement le milieu dans lequel il procède, parfois même contribuant à sa dégradation. Je pense à la plongée sous-marine à laquelle Nicolas Hulot a contribué après la grande figure qu'aura été aussi la grande figure écologiste, qu'aura été le capitaine Cousteau, lui aussi avec ses ambiguïtés. Eh bien, ces personnages finalement télévisuels, spectaculaires, qui nous donnaient à voir la beauté des fonds marins ou de paysages inaccessibles, ont aussi très largement contribué au développement de ce tourisme du trek, de ce tourisme de l'extrême, des sports extrêmes que Nicolas Hulot a beaucoup pratiqué. Parapente, parachutisme, jet ski, que sais-je encore. Est-ce que là aussi il n'y a pas une part d'ombre
à cette œuvre édifiante certes, mais ambiguë. Ah mais si, totalement. Encore que, si je ne me trompe pas, je ne sais pas ce qu'il en est pour Hulot, mais je sais qu'Artus Bertrand, dans les émissions qu'il faisait, dont le nom m'échappe, je sais qu'Artus Bertrand compensait, on appelait ça, les émissions étaient compensées carbone parce qu'effectivement, il reconnaissait totalement que pour pouvoir les réaliser, ils prenaient l'avion pour aller dans des contrées relativement reculées, des hélicoptères et autres, ne serait-ce que pour prendre ses photos, il a besoin de les prendre depuis des hélicoptères parce qu'il ne fait pas ça depuis des ULM ou des deltaplanes. Donc, il compensait la chose, la production de carbone qui était produite au cours de son émission. Bon, est-ce que c'est pas aussi un peu du greenwashing? Peut-être. En tout cas, ça ressemble à ça ressemble en tout cas à l'achat d'indulgences. Absolument. Oui, non, mais c'est ça ressemble à l'achat d'indulgence. Après, est-ce que les films qu'ils ont produits, notamment, alors, en ce qui concerne Artus Bertrand, notamment son film phare Home, a eu un impact phénoménal parce qu'il a été projeté le même jour dans un nombre assez incalculable de pays. Son impact a été, à mon avis, assez décisif, en tout cas aux alentours de 2006-2007, pour une véritable prise de conscience écologiste. Est-ce que la pollution qui a pu émaner de la production de ce film n'était-elle pas un mal pour un bien ? Si on est optimiste, on dira oui. Si on est pessimiste, on dit que rien n'excuse le fait de polluer de la sorte. Il pointe également quand même toutes les exactions commises par les grands groupes pétroliers. Je me rappelle dans le Manitoba et dans le Canada en général avec les schistes bitumineux où là la pollution est absolument terrible et comme vous le disiez n'est absolument pas le fait des autochtones et notamment qui sont en grande partie dans ces endroits reculés des Amérindiens pour être exact, mais le fait de grands groupes capitalistes et industriels qui détruisent totalement l'environnement sans se soucier le moins du monde du bien vivre, si on peut employer cette expression, des populations locales et de manière plus large de la planète en général. En Amérique, en tout cas dans ces régions-là où ils font des recherches aussi sur le gaz de schiste, on voyait que des graves problèmes de pollution où l'eau, avec les gaz qui ressortent des fracturations hydrauliques, l'eau s'enflamme. Il y a tellement de gaz que vous ouvrez le robinet, vous mettez un briquet et vous avez un filet de feu au lieu d'avoir un filet d'eau. Voilà, ça a pu être pointé par certaines émissions qui ont certes contribué à polluer un peu plus la planète. Elle n'en a certes pas besoin. Ne soyons pas plus royalistes que le roi, entre guillemets. Si ça a pu aider et contribuer à la prise de conscience, l'urgence d'agir pour certaines personnes, c'est déjà ça de gagner et ça contribuera, à mon avis, à la victoire finale. Une autre contradiction, à mon avis, qui amenuise cette licence que vous leur accordez, c'est la relation qu'entretiennent ces personnalités aussi avec le monde de l'industrie et la fréquence avec laquelle ils participent à des opérations de greenwashing. Je pense à Nicolas Hulot qui est associé avec tout un ensemble d'entreprises qui relèvent du CAC 40, que ce soit, je crois, Jules-Édouard Leclerc, des fabricants de lessive, des bandes de l'industrie énergétique comme que ce soit EDF ou d'autres, qui eux aussi ont tourné Kazakh et qui se sont mis très activement au greenwashing, ont cette activité qui consiste à tout repeindre en vert les 4x4, repeindre en vert l'industrie énergétique, l'industrie minière, et jusqu'au ministère de l'équipement et des transports, qui est devenu depuis ministère de l'environnement, ou ministère de l'écologie, puisqu'il a changé de nom au tournant des années 90. Donc là, je vois aussi une insuffisance, je dirais, conceptuelle de la part de ces promoteurs de l'écologie institutionnelle, une inconséquence coupable en réalité, parce que, comme vous le disiez, il contribue à la prise de conscience des populations. Mais le problème, c'est que les populations sont pour très peu, finalement, dans la crise écologique. Ceux qui sont responsables pour l'essentiel de la crise écologique, ce ne sont pas les usagers de tel ou tel service de la grande industrie, mais bien ceux qui proposent ces services. Je pense en particulier à tous les déchets. Ceux qui produisent les déchets ne sont pas les ménages, ce sont les industriels qui conditionnent leurs produits manufacturés dans des bouteilles de plastique, des papiers jetables, toujours en plastique, dans des emballages souvent trop importants, inutiles. Aujourd'hui, on connaît, il y a un mouvement qui s'appelle le zéro déchet, et on sait qu'on peut vivre aujourd'hui, même dans un monde urbain et développé, avec des déchets absolument réduits et non pas plusieurs kilos à la semaine pour chaque Français, plusieurs dizaines de kilos à la semaine pour les Américains, etc. Sachant que, nous le savons, la Terre a des ressources limitées, surtout elle a une capacité limitée à encaisser nos déchets. Heidegger a parlé des déchets comme étant la grande frontière à laquelle nous serions confrontés au XXIe siècle. Et là, je crois qu'il y a une vraie responsabilité de ces militants écologistes
en peau de lapin, si vous voulez, qui, en fait, sont des figures médiatiques qui, pour l'essentiel, servent au capitalisme de pot de peinture à tout peindre en vert. Non, mais ça, on est bien d'accord. Ça, c'est sûr que sur les liens que tous ces personnalités médiatiques peuvent avoir avec le capitalisme et le monde de la finance et tout, évidemment, leur contribution et leur faire-valoir écolo est évidemment éminemment condamnable. Évidemment, ce sont toutes ces entreprises qui contribuent à la destruction du monde et non pas l'usager de ces entreprises. Mais la prise de conscience qu'ils ont pu contribuer à faire naître chez certaines personnes n'est pas négligeable, au moins sur un point, c'est notamment sur le bio. Il y a une étude qui est sortie récemment, les chiffres m'échappent, mais on voit que la consommation de bio est en très très nette augmentation en France et crée de plus en plus d'emplois. Donc si la consommation de bio augmente en France, c'est bien qu'il y a eu de la part des consommateurs une prise de conscience. Est-ce qu'elle est le fait de Nicolas Hulot ou d'Arthus Bertrand ou d'autres personnes comme le film Demain du mouvement Colibri et peu importe, tout du moins il y a une prise de conscience qui s'est effectuée et c'est bien ces consommateurs qui poussent justement à s'amender. Que de plus en plus de consommateurs changent leur habitude alimentaire et se laissent de moins en moins avoir par l'industrie agroalimentaire qui a contribué à la destruction du monde depuis la Révolution verte depuis des années. Et à propos de ça, il y a un livre, il est sorti, si je ne m'abuse, en mars de cette année, absolument mars 2017, aux éditions Actes Sud, et c'est un livre de Lydia et Claude Bourguignon, c'est ce couple d'agrobiologistes qui sont absolument formidables, des microbiologistes des sols pour être exact, et qui s'intitule Manifeste pour une agriculture durable. Et il est sous-titré L'agriculture qui est le fondement de la vie humaine est la source de tous les vrais biens. Voilà, lisez ce livre, vous comprendrez pourquoi est-ce que l'industrie agroalimentaire a détruit les sols. Donc parce que nous perdons la France et le monde en général perd son sol. Nous avons de moins en moins de sol depuis les années 50-60 et c'est une catastrophe écologique, c'est une catastrophe aussi pour notre indépendance alimentaire, au-delà même de la qualité de ce que nous mangeons. Donc il est absolument essentiel que les auditeurs et de faire passer le message. Nourrissez-vous en bio et en vrai bio, mais allez dans des AMAP, allez dans des biocoop, allez sur des marchés chez des petits producteurs et changer absolument vos habitudes alimentaires. Il faut et couper la source financière qui entretient tous ces groupes et ces conglomérats financiers et ces syndicats comme la FNSEA qui détruisent notre planète sous couvert de nous proposer à manger pour pas cher. Oui, qui détruisent la planète et surtout qui détruisent notre pays. Nous qui sommes nationalistes, nous avons une vision patrimoniale de l'écologie et nous pensons que c'est à chacun d'entre nous de faire sa part, à chaque nation de prendre son fardeau et à chacun aussi d'entre nous, puisque nous sommes des tenants de l'économie de la responsabilité. Nous ne sommes pas des masses hébétées, manipulées comme le croit trop souvent une gauche marxiste à peine barbouillée, voilà, de 3-4 lectures. Non, nous devons être des êtres adultes, responsables et partant responsables de ce que nous faisons, de ce que nous achetons. Et de cette façon, sinon nous nous rendons complices trop souvent justement de cette industrie dont vous parliez à l'instant. Et en effet, il s'agit à chacun d'entre nous de prendre sa responsabilité, ne serait-ce que pour son propre bien. Je veux dire, si vous voulez conserver la santé, sachez que votre médecine doit être votre régime. Ce que vous mangez, les frais supplémentaires que générera une consommation centrée sur l'agriculture biologique, c'est autant d'économies que vous ferez à la fois sur le plan financier, parce que vous n'aurez pas à payer des traitements de chimiothérapie pour votre cancer, et surtout, vous épargnerez le cancer du côlon. Donc n'hésitez pas évidemment à mettre en route ce changement qui est certes individuel, qui ne changera pas, ne révolutionnera pas le monde, mais qui en effet contribue déjà à votre propre bien-être et qui contribue là où vous êtes à améliorer la situation, dans le sens où nous ne pouvons pas faire plus que ce que nous pouvons faire, mais nous pouvons faire tout ce qui est en notre pouvoir et nous devons le faire. Voilà, donc nous allons clore cette première partie qui consistait à faire un bref examen de la situation de cette écologie institutionnelle, de cette écologie opportuniste. Je terminerai en citant une petite phrase de Nicolino, qui est peut-être la punchline de son livre « Qui a tué l'écologie ?», donc aux éditions Point. Seuil, que vous pouvez trouver aisément, au prix modique de 7 €. Il conclut d'une certaine façon cet ouvrage en disant « Le mouvement écologiste français, sous sa forme actuelle, doit disparaître ».
Et en effet, lorsque l'on lit son livre, on ne peut que lui donner raison. Il faut, pour qu'émerge un vrai mouvement écologiste authentique, radical, intégral, qui prenne en considération l'intérêt de ses promoteurs, donc la santé humaine, des militants, des populations. Il faut que ce mouvement écologiste disparaisse dans l'état où il est aujourd'hui. Il ne produira aucun résultat, sinon à avoir 5000 ans devant soi pour obtenir, finalement, dans cette logique réformiste, arracher une petite réforme après une autre. Mais il faudrait des délais absolument faramineux et qui ne tiennent absolument pas compte de l'étendue de la catastrophe environnementale. Oui, il faut que ce mouvement disparaisse dans sa forme actuelle pour que puisse émerger un mouvement d'écologie authentique que nous appelons de nos vœux et que nous allons, par la mise en œuvre de tout ce que nous pourrons faire pour y contribuer, pour qu'émerge ce mouvement écologiste, radical, intégral. Nous pensons qu'il faut d'abord commencer, je dirais, dans l'ordre des idées. Il faut avoir les idées claires pour pouvoir mettre en œuvre des actions cohérentes, congruentes, conséquentes avec cette ligne juste dont vous parliez tout à l'heure, Pierre. Il faut trouver la ligne juste en matière d'écologie radicale, en matière d'écologie intégrale. Et une fois cette ligne définie, nous pourrons capitaliser autour de cette ligne toutes les initiatives passées, présentes et à venir pour porter des coups sérieux, des coups, on l'espère, définitifs, à la forme capitale qui oppresse aujourd'hui la France et l'ensemble du monde. Donc, pour commencer, on pourrait peut-être donner quelques notion de ce que c'est que l'écologie et en quoi elle se distingue d'autres notions. Donc ici je citerai le travail absolument prodigieux de Frédéric Dufouin, qui est un chercheur, je crois, d'origine belge, qui a publié un livre aux éditions InFolio, L'écologie radicale, et qui sera un petit peu notre guide dans cette réflexion pour cette émission d'aujourd'hui. On peut dire déjà que l'écologie relève de ce qu'on appelait jadis l'idéologie. Ce que Marx qualifie, lui, de théorie, c'est-à-dire c'est une vision du monde ayant des objectifs sociopolitiques partagés par un groupe constitué à la fois de valeurs, de schèmes explicatifs, de références historiques, culturelles et parfois même mythiques ou religieux, qui se donnent sens au travers des rapports qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Donc on voit bien qu'il s'agit donc d'une vision du monde, d'une véritable Weltanschauung, comme on disait jadis, pour ceux qui sont familiers de ce concept promu jadis par la Nouvelle Droite. Et il s'agit donc de promouvoir finalement un ensemble cohérent de principes qui ordonnent, expliquent les causes et les conséquences de la crise écologique. C'est ça en fait l'écologie. C'est l'écologisme, si l'on préfère, c'est cette doctrine de principes cohérents et congruents entre eux qui expliquent les causes de la crise écologique et qui propose en conséquence des solutions, elles aussi, cohérentes avec les principes, énoncés. Puisque, en fait, on va d'abord désigner l'ennemi. La formulation de cette idéologie, ou cette théorie, pour être plus marxien, consiste en fait à désigner l'ennemi, désigner les principes faux qui nous ont menés à la crise écologique. Et je crois que l'on peut résumer, Pierre Torti, cette adversité comme l'idéologie des Lumières. Alors vous qui êtes un des animateurs du cercle Henri Lagrange, qui se donne pour projet de critiquer l'idéologie libérale, critiquer le libéralisme sous toutes ses formes, est-ce que finalement on ne peut pas dire que l'imaginaire qui nourrit l'écologisme se constitue contre la valeur des Lumières, c'est-à-dire contre la croyance optimiste dans un monde de progrès cumulatifs, de progrès qui s'ajoutent les uns aux autres, et surtout de progrès linéaires, tels que la technique, la mécanique, on pense là évidemment à la métaphore mécaniste de la nature héritée de Descartes et de Newton, la raison, les sciences, la civilisation de l'État, etc. Si, absolument. Il est clair que l'écologie bien comprise, c'est l'opposition claire, nette, précise, radicale et intransigeante avec l'idéologie du progrès. Avec l'idéologie du progrès, avec le cartésianisme le plus débridé. On peut même parler de religion du progrès, même. Ah, mais totalement. Oui. En tout cas, c'était une idéologie. L'idéologie du progrès est devenue religion. Absolument. Il y en a certains, d'ailleurs, qui, aujourd'hui, les noms m'échappent, mais c'est aisément retrouvable. Serge Atouche en parle dans son petit opuscule Controverses et contresens sur la décroissance aux mille et une nuits. Certaines personnes disent, mais peu importe, des problèmes écologistes, parce que le génie humain trouvera toujours une solution pour pallier à
ces problèmes. Donc à terme, certains imaginent très bien que peu importe que la Terre soit détruite, puisqu'on ira habiter sur Mars ou sur la Lune. Bon, c'est leur point de vue. Ce n'est pas le nôtre, parce que nous sommes sérieux. Donc nous savons pertinemment que un militant écologiste conséquent ne peut être qu'opposé à l'idéologie, à la religion du progrès et au libéralisme tant philosophique qu'économique qui est à l'œuvre depuis, la Révolution française et a fortiori depuis la révolution industrielle du 19e siècle et tout ce qui en a découlé au cours du 20e et du 21e siècle. Donc il est clair que l'écologie, c'est avant tout un retour et un dépassement, mais c'est surtout un retour et un recours à la tradition et à la communauté. C'est simplement un retour aux valeurs qui sont consécutives de l'homme, depuis les origines de l'homme, depuis les origines aussi de la tradition, de ce qu'est la tradition européenne, et c'est le refus de la démesure, le refus de l'hybris que nous pouvons avoir en commun avec les antiques, et notamment en particulier les Grecs. Oui, vous parlez de la communauté. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, elle s'oppose à l'anthropologie libérale qui fait de l'individu finalement la base de la société, si tant est que société il existe encore. Donc, communauté, c'est-à-dire groupe holistique contre individualisme. Et vous avez parlé aussi de tradition contre progrès. Tradition, c'est-à-dire l'expérience des âges et des usages de l'environnement, des ressources, que sais-je encore, contre le progrès, c'est-à-dire contre l'expérimentation avec tous les risques que cela comporte, d'erreurs, là aussi d'accidents industriels. Finalement, c'est choisir la sagesse contre l'expérience, ou l'expérimentation plutôt. D'autres avant nous, évidemment, ont pensé cela. Je pense ici au livre de Lowy Esser qui, dans Révolte et mélancolie, le romantisme à contre-courant de la modernité, note qu'il y a un ensemble de valeurs qui sont finalement qui vont se retrouver dans l'écologisme plus tard et qui vont être formulées par les romantiques. Alors on pense évidemment ici aussi bien à Carlyle, Blake, Ruskin ou Morris qui sera un des prédécesseurs d'Orwell, lui aussi avec une vraie veine écologiste. Et cela donc, ce romantisme critique de la modernité, une critique moderne de la modernité certes, mais critique tout de même, va critiquer la société industrielle. On retrouvera ça d'ailleurs depuis les débuts du romantisme avec Rousseau jusqu'à, on pourrait dire jusqu'à Tolkien en réalité. Selon ces artistes, la modernité voue la société humaine aux seuls calculs utilitaristes de l'individu intéressé de l'économie libérale et détruit toute forme d'intériorité, de subjectivité, rompt le lien entre le moi et le monde, désenchante le monde, le vide et le dissout, des liens sociaux à force de quantification, de mécanisation, d'abstraction rationaliste. Au fond, ces romantiques travaillent à une véritable théorie de l'aliénation moderne et réagissent en recourant à la nostalgie d'une communauté authentique d'hommes vivant en harmonie avec la nature qu'ils pensent trouver dans un passé pré-capitaliste ou, plus exactement, pré-industriel, comme le donne en exemple, par exemple, le Moyen-Âge, un Moyen-Âge souvent mythifié. On retrouvera aussi évidemment cette critique dans d'autres courants proches du romantisme, comme le dandisme, certains courants comme les gymnosophistes allemands, dans un certain occultisme, un certain retour à un paganisme, à des mystiques, ou parfois même tout simplement à des logiques chrétiennes. En tout cas, on va voir un retour contre l'idée du rationalisme à la spiritualité, qu'elle soit païenne, occultiste ou chrétienne. Il y aura un recours à l'intériorité contre finalement le culte de la raison qui malheureusement a été, et ça l'expérience, il suffit de lire les critiques du progrès, que ce soit Serge Latouche ou même Pierre-André Taguieff, qui a écrit un livre important sur la notion de progrès, sur l'histoire de cette notion de progrès. Et vous pourrez retrouver d'ailleurs, je crois, chez Librio à 2 € le résumé de ce travail qui s'intitule Du progrès, qui vous expliquera comment on est passé finalement de théorie littéraire entre la querelle des anciens et des modernes à la religion du progrès unilinéaire, continue, qui fait que évidemment aujourd'hui est toujours mieux que demain, et que demain sera mieux qu'aujourd'hui, ce qui est véritablement une doctrine, je dirais, absolument courante et vulgaire. On retrouve ça tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, revenir même sur une décision qui date des années 2000, quel que soit le domaine, est toujours qualifié finalement de rétrograde, comme si on rétrogradait en faisant marche arrière et en empruntant un autre chemin. Ça nous arrive pourtant à tous de nous embarquer dans une impasse. Eh bien, nous sommes bien obligés à un moment donné de faire marche arrière. Bien sûr, personne ne fait marche arrière en marche arrière. On se retourne, on fait demi-tour, et on retourne à la premier embranchement pour prendre une route qui aurait un terme, un but. Pierre Torty.
Oui, et puis d'ailleurs à ce propos, on voit bien d'ailleurs à propos de ce que vous dites, la critique la plus entendue à propos du concept de décroissance, on va tout de suite vous opposer, c'est le retour à la bougie. Non, c'est pas le retour à la bougie. Serge Latouche, qui est le théoricien de la décroissance en France, le dit lui-même. Il dit nous ne voulons pas retourner à la bougie. Alors si, il y a certains anarcho-primitivistes qui considèrent que le monde était mieux quand nous étions au néolithique. D'ailleurs, Francis Cousin en est plus ou moins aussi à ce niveau-là, ce qui est bon, c'est pas inintéressant philosophiquement parlant. Mais Serge Latouche n'est absolument pas là-dessus. Nous ne le sommes pas non plus. Serge Latouche lui propose simplement un retour à l'économie française de 1959-1960. On était loin d'être à la bougie à cette époque-là, qui était la pleine explosion des 30 Glorieuses, mais qui permettait encore de pouvoir poursuivre à ce niveau-là de vie, sans avoir justement à revenir en arrière, parce que il était tenable. Alors on va continuer cette rétrospective sur les prédécesseurs, on va dire, de cette écologie radicale. Il y a eu bien sûr les contre-révolutionnaires ou les conservateurs radicaux, tels que Burke par exemple en Angleterre, malgré le fait que à l'époque c'était un Whig, mais bon ça c'est un autre sujet. Disons qu'il était un libéral, mais il est considéré aujourd'hui, en tout cas en France, comme un réactionnaire et presque un contre-révolutionnaire à certains égards. Et ces contre-révolutionnaires, évidemment Joseph de Maistre, mais aussi Le Play, Bonald, seront des critiques qui refusent un certain nombre des valeurs modernes chères au mouvement romantique. C'est-à-dire que là, on est carrément au-delà de l'individualisme lyrique du romantisme. Alors le romantisme, en fait, va s'opposer à l'idée des Lumières dans le sens où il va réhabiliter l'irrationalité, il va réhabiliter le sentiment, il va réhabiliter aussi la communauté originelle, le groupe fusionnel originel pur et mythifié. Mais il va aussi, d'une certaine façon, embarquer tout un ensemble de contenus propres à la modernité que sont l'individualisme qu'on retrouve dans le lyrisme, dans la poésie lyrique romantique, c'est-à-dire le culte du moi. Les contre-révolutionnaires, eux, vont rejeter le moi pour privilégier le nous, pour parler de la communauté, et on retrouvera ça évidemment dans la pensée d'un Charles Maurras, qui sera profondément anti-romantique et qui rejettera le romantisme comme étant une idée justement, une contrebande de l'idéologie des Lumières. Alors là aussi c'est intéressant parce que je crois que c'est à cette ligne qu'il faut s'en tenir, il faut rejeter le romantisme, même si nous sommes nous aussi affectés de ce romantisme, mais je crois qu'il faut suivre Maurras sur ce point et ne pas faire de contrebande d'idéologie des Lumières par le moi total dont pouvait parler un Evola au début de sa carrière, ou le culte du moi promu presque constamment finalement par l'école romantique, et qu'on retrouve évidemment aussi bien en musique qu'en littérature. Je pense ici à des compositeurs comme Beethoven ou Wagner, qui malheureusement là aussi nous entraînent sur les pentes de l'hubris. Et puis il y a eu d'autres prédécesseurs, comme le mouvement luddite, qui est né au XIXe siècle en Angleterre, et qui s'est attaqué à l'avènement des machines, en particulier dans les filanderies de l'Angleterre du XIXe siècle, avec ce personnage mythique, ce personnage fictif du général Loud, qui menait donc les ouvriers du textile dans une révolte anti-machiniste qui conduisait les ouvriers à briser les machines pour préserver leurs conditions de vie et leur pouvoir d'achat, on dirait aujourd'hui. Cette critique se poursuivra aussi par, on l'a évoqué tout à l'heure, des gens comme William Morris ou George Orwell, mais aussi plus tard, au tournant du début du XXe siècle, par le non-conformisme des années 30, des années 20 et 30, le personnalisme et le non-conformisme des années 20 et 30, par la révolution conservatrice en Allemagne, et je dirais aussi ces satellites écologistes, on en a dit un mot tout à l'heure, de la gymnosophie par exemple. Et puis, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a quand même ce mouvement très important de la wilderness, autour de la figure de Henry David Thoreau, qui est, à proprement parler, le père de l'écologie contemporaine, parce qu'il est une référence des deux côtés de l'Atlantique. Il est un maître, d'ailleurs, pour nous, ici, à Fréquence Orage d'Acier, et je pense probablement aussi au Cercle Henri Lagrange, Pierre Torty. Un mot peut-être, Pierre Torty, Henry David Thoreau, en particulier de sa vision biocentrée, vitaliste et holistique de la nature qui se déploie aussi bien dans Walden ou La vie sauvage. Thoreau est effectivement fait partie un petit peu des figures tutélaires, mais c'est aussi quelque chose, pour moi, un petit peu comme les romantiques, si vous voulez. Le côté wilderness de Thoreau a un côté, comme le romantisme,
qui est tentant et qui est une tentation permanente, mais dont il faut savoir se garder, puisque la wilderness est au final que l'opposé, mais l'opposé symétrique du cartésianisme. Donc, puisque ça c'est De Benoît qui le dit dans un article que les auditeurs pourront retrouver sur son site. Il le dit bien que le cartésianisme pose que l'homme est totalement indépendant de la nature, mais que la wilderness assure que la nature doit être rendue totalement indépendante de l'homme. Donc, dans tous les cas, l'homme est exclu du schéma et de l'avenir. On exclut l'homme, on exclut la nature, et si on exclut la nature, on exclut l'homme. De Benoît qui le dit très bien dans un article qui est trouvable sur son site, Les Amis d'Alain de Benoît, et il le dit, le cartésianisme pose que l'homme est totalement indépendant de la nature, l'idéologie de la wilderness assure que la nature doit être rendue totalement indépendante de l'homme, l'écocentrisme estime que l'homme doit être entièrement réintégré dans la nature, la bonne attitude me semble, dit-il, être de refuser l'idée d'une coupure ontologique entre l'humanité et le reste du vivant, tout en reconnaissant les différences et l'autonomie relative des composantes de la nature. Il s'agit en quelque sorte d'opposer à toute forme de dualisme un monisme pluraliste, différencié, fondé sur la dialectique de l'un et du multiple, et appelant une éthique du dialogue et de la complémentarité. Il me semble que la pensée de Heidegger, nous l'avons cité déjà, la pensée de Heidegger nous engage dans cette voie, dans la mesure où elle amène à reconnaître tout à la fois le primat du donné naturel et son altérité. La nature n'est ni la même chose que l'homme, ni ce qui s'oppose à l'homme. Elle est, pourrait-on dire, l'autre de l'homme, cet autre qui participe de la définition de l'homme sans le résumer entièrement. Voilà, je pense que c'est essentiel. De Benoît nous garde, à travers ce petit paragraphe, de l'aporie et de la faiblesse de l'écologie profonde et de la wilderness dont Thoreau a été le précurseur et le fondateur. Et effectivement, c'est une tentation, mais il faut absolument se garder de cet écueil qui peut être, comme le romantisme et l'individualisme, peut-être absolument incapacitant, puisque l'individualisme romantique, à la sauce romantique et notamment le romantisme allemand, débouche sur un sécessionnisme et un hermétisme par essence antipolitique. Et le wilderness, c'est la même chose. À la fin des fins, c'est de l'antipolitique. Donc ça peut être une tentation, ça peut être quelque chose qui peut nous plaire, une idée qui est agréable, mais si l'on veut pouvoir agir efficacement et que de manière politique, de manière conforme à notre nature. Voilà, conforme à notre nature. Il faut garder ça pour des soirées, pour la littérature. Pour la littérature, ou même pour des vacances. Si vous voulez repartir dans les bois pendant 2-3 mois, pendant même un an, pourquoi pas, parce que ça permet de se retrouver. Mais il faut savoir en sortir, parce que on ne peut plus rien faire et on ne peut plus rien donner à la communauté, à son pays. Quelque part, on est sorti du combat même écologiste, parce que on n'est pas présent dans le collectif qui est la seule condition pour obtenir des résultats tangibles contre le capitalisme. Et d'ailleurs, c'est un peu l'impasse dans laquelle est tombé, me semble-t-il, quelqu'un comme Sylvain Tesson, qui est, beaucoup d'entre vous le connaissent de nom, en tout cas, on a beaucoup de nos camarades qui le connaissent même personnellement, mais qui, je crois, est devenu, et je le dis là à ce micro sans trop avoir à en rougir, et je suis tout à fait disposé à m'en expliquer devant lui, qui est devenu, je crois, une crapule néoconservatrice, du fait de de ce mépris finalement très nietzschéen qui l'affecte, mépris de la destinée collective et de cette vie dans les bois inspirée de David-Henri Thoreau, et qui l'a conduit à quitter d'une certaine façon le combat politique et à rejoindre les thèses les plus néoconservatrices du journal qui le salarie, qui est Le Point, le journal de Bernard-Henri Lévy. À propos de Tesson, si je me permets une petite insiste, puisque je ne le connais pas personnellement, mais j'avoue être un fervent lecteur de Tesson. Moi aussi. Et ses livres m'enchantent toujours. Moi également. Je n'ai pas lu son dernier. Il est vrai que, à mon avis, le séjour qu'il a pu faire dans les bois en Sibérie a, à mon avis, contribué à un changement de point de vue, parce que on parlait justement de l'absence de politique qu'il y a d'un tel mouvement de sécession, mais quand on le fait, il est certain que même si on revient à la société et si l'on revient au monde, il est certain que cette expérience vous aura marqué, elle vous aura marqué peut-être d'une manière indélébile, qui fait que vous devenez totalement étranger
à l'activité sociale et politique, puisque vous considérez que la vérité est ailleurs. Et effectivement, c'est une tentation qui, moi, personnellement, me menace aussi régulièrement. Mais son dernier livre, non pas son dernier livre, pardon, il vient d'en sortir un, là, il y a quelques jours, mais le livre sur les chemins noirs, qui retrace son chemin du parc du Mercantour jusqu'à la Hague, à Cherbourg, après l'accident qu'il avait vu alité pendant des mois. Il est très intéressant de noter justement qu'il fait un constat et qu'il épingle radicalement la modernité et l'enlaidissement du paysage par l'industrialisme, et ce qui l'a poussé à faire ce voyage de 3 ou 4 mois, si je ne me trompe pas, à pied à travers la France. Premier voyage qu'il faisait en France d'ailleurs, parce qu'il parcourait normalement le monde, c'est justement d'avoir entendu sur un lit d'hôpital, il avait entendu parler d'un rapport sur l'hyper-ruralité, où les fonctionnaires, les contractuels qui avaient produit ce rapport, qu'il avait même commis, pourrait-on dire, proposaient de lutter contre cette hyper-ruralité, cet isolement que ces pauvres gens, mon Dieu, pouvaient avoir. Ils n'avaient pas accès à Internet, pensez donc, ils n'avaient pas le câble, ils n'avaient peut-être pas la Wi-Fi, ils n'avaient peut-être pas la fibre. Et il fallait lutter contre cet isolement du fait de l'éloignement des grands centres urbains. Il peut y avoir juste communauté. C'est dans des coins reculés comme ça que l'on peut véritablement éprouver l'expression consacrée, les liens qui libèrent. Des liens qui ont totalement disparu justement de notre monde moderne. Donc là-dessus, il est intéressant à lire. Après, effectivement, je pense qu'il a dû maintenant prendre une voie qui n'est plus la nôtre, bien qu'il manie toujours et qu'il traite toujours de thèmes qui nous sont chers. Alors, il y a un autre cas de la wilderness excessive, c'est évidemment le livre Into the Wild de ce jeune homme, je crois que c'est dans les années 80, qui finalement suit le chemin de Thoreau et décide de quitter progressivement, et d'ailleurs c'est une sorte de remontée à la fois dans le temps et dans les pratiques économiques, je dirais, de l'humanité, vers l'assimilation totale à cette wilderness, à cette nature sauvage, typiquement américaine, qu'on ne retrouve pas du tout d'ailleurs dans l'écologie européenne, sinon peut-être celle d'Arnonès, le deep écologiste norvégien. Au moment de ce récit qui a donné lieu à un film, Into the Wild, avec finalement une anthropologie fausse. Et c'est ça qui va le conduire à la mort d'ailleurs, c'est que anthropologie rousseauiste, qui postule que l'homme est un individu seul. C'est l'homme seul de Rousseau dont parle Joseph de Maistre, sans père, sans femme, sans descendance, et qui vit en autarcie, certes, par ses seuls moyens, mais qui justement néglige le fait que l'homme a besoin de la communauté même pour son entretien physiologique. Il y a une sorte de spécialisation du travail, raison pour laquelle on ne peut pas maîtriser toutes les techniques, fût-ce d'ailleurs des techniques néolithiques, on ne peut pas les maîtriser toutes, ou en tout cas pas toutes à la perfection, pour garantir une situation homéostatique de maintien de la vie. Et c'est cette solitude et ce manque de maîtrise technique qui a conduit ce garçon à mourir à quelques centaines de mètres seulement, d'ailleurs, je crois, d'une communauté amérindienne, si je ne me trompe pas. En tout cas, au cœur de l'hiver du Nord américain. En tout cas, à se tromper sur l'anthropologie, et je crois qu'en effet, chez Thoreau, comme chez ce jeune garçon, il y avait une anthropologie finalement assez rousseauiste, assez marquée par les idées des Lumières, justement, cette anthropologie très Robinson ou La vie sauvage, finalement. D'ailleurs, Robinson et toutes les Robinsonades n'avaient pour but finalement que d'isoler le modèle anthropologique que postulait l'idéologie des Lumières, ce modèle anthropologique justement individualiste qui sera battu en brèche d'ailleurs par la grande résurrection de ce thème, je dirais, avec Vendredi ou Les Larmes du Pacifique de notre camarade pour le coup aîné. Oui, le camarade Michel Tournier, effectivement. Ça, c'est sûr que cette anthropologie qui postule le fait que l'homme puisse vivre seul dans la nature. Il peut vivre dans la nature, mais il peut vivre dans la nature comme les communautés amérindiennes dont vous parliez, parce que justement, il vit dans la nature dans une communauté donnée. Il ne peut pas vivre dans la nature tout seul, ou alors il est ermite, il vit de 3 fois rien, et déjà pour être ermite et vivre de 3 fois rien tout seul dans la nature, que ce soit dans le désert ou au milieu d'une forêt, il faut déjà avoir acquis technique et le savoir-faire. Même les outils, le problème c'est que même les outils en eux-mêmes contiennent le reste de l'humanité, puisque si vous avez une binette, une faux ou simplement un marteau, quelqu'un l'a fabriqué ce marteau, et donc ce marteau postule la communauté. Donc oui, on peut vivre seul, mais on ne peut pas vivre seul et dénudé de toute façon, parce que pour une raison justement anthropologique, l'homme est fondamentalement un être de technique.
On en dira un mot après la pause, mais l'homme est fondamentalement un homme de technique, et donc nous avons besoin des outils, et la société humaine technique postule la communauté et la spécialisation justement des compétences, des techniques, des savoir-faire. Et puis, ça, nous sommes totalement d'accord. Et puis même au-delà de ça, c'est que là-dessus, nous sommes aristotéliciens. L'homme est un animal social, et nous ne pouvons nous épanouir et progresser spirituellement, mentalement, que au sein d'une communauté. On parle de ces personnes qui ont fait le choix de repartir vivre seules, ces Robinsonades, ces tentatives d'échapper au monde moderne, alors que, évidemment, comme vous l'aviez dit, ça contient en soi tous les germes d'une pensée rousseauiste et d'une pensée des Lumières, et communauté qui est aussi bien absente chez ces gens qui s'exilent dans la forêt que dans la société moderne et urbaine, au cœur des villes, où le principe de communauté est totalement absent. Où là, en fait, la solitude est aussi présente finalement dans cet ermitage très rousseauiste de ce garçon dans Into the Wild que au cœur des déserts de pierre dont parlait Ernst Junger. Et en réalité, il s'agit de retrouver une anthropologie vraie, de retrouver une écologie vraie, et cette écologie, en toute logique, évidemment, s'applique au milieu naturel. Mais même le moine vit au milieu de la communauté, parce que c'est pour la communauté des hommes que le moine s'isole, pour limiter les tentations, mais c'est pour la communauté qu'il s'isole et puis qu'il prie. Donc en réalité, le moine, lorsqu'il prie, il regarde son nombril pour se souvenir qu'il est membre à part entière de la communauté des croyants, et surtout qu'il est membre à part entière de l'Église, et donc, d'une certaine façon, il y a la communion des saints, mais il y a aussi tous les liens qui nous unissent les uns aux autres, et qui nécessitent que justement certains prient, je dirais, à plein temps, pour ceux qui, malheureusement, sont soumis encore aux vicissitudes et aux nécessités de la vie humaine. Pierre Tortier, on se retrouve après la pause. Alors, il y a d'autres prédécesseurs, finalement, à cette écologie radicale qui fera l'objet d'un deuxième volet donc de cette émission, comme promis. On abordera ce sujet, bien sûr, à fond, c'est-à-dire les 5 courants seront détaillés. Mais d'abord, parlons un peu des prédécesseurs. Il y a évidemment, toujours chez Thoreau, cette distinction qu'il fait entre pauvreté et misère, et qui va se développer tout au long du siècle pour aboutir à l'idée de la simplicité volontaire. Simplicité volontaire qui est cette pauvreté volontaire assumée qu'on retrouve aussi bien chez Gandhi que chez son disciple Lanza del Vasto, qu'on va retrouver bien évidemment dans le courant de la décroissance, mais aussi qu'on trouve bien sûr dans les courants chrétiens et qui, d'une certaine façon, sont beaucoup plus assumés parce que là, on va pas parler seulement de pauvreté volontaire, de simplicité volontaire, on va parler carrément de sobriété et plus avant même on va parler de dénuement volontaire. Et là, évidemment, ce sont je dirais, les anciennes pratiques de l'ascèse chrétienne qu'on va retrouver mêlées là aussi au courant de l'écologie, et on trouve toujours cette veine, ces ruisseaux souterrains qui proviennent je dirais, des contenus chrétiens dans ces divers courants de l'écologie radicale d'ailleurs, aussi bien que de l'écologie opportuniste.
Mais on peut trouver aussi je dirais, une veine stoïcienne et épicurienne dans l'écologie, sans aucune difficulté, finalement, qui vont se répondre avec cette préoccupation finalement des écologistes de développer des pratiques ascétiques, pourrait-on dire. D'abord, c'est une discipline de consommation. On va faire attention à ce que l'on va acheter, à ce que l'on va ingérer. Donc il y a une discipline des corps qui est d'une certaine façon contenue dans toute écologie conséquente, puisqu'il va falloir à un moment donné mettre sa vie en ordre. Or, mettre sa vie en ordre, c'est adopter une discipline des corps, et cette discipline des corps, finalement, débouche assez rapidement sur des disciplines ascétiques. On va retrouver aussi, parce qu'il y a tous les courants, on va dire néo-païens ou New Age, une veine du yoga, de la médecine ayurvédique, etc., qui eux aussi vont venir alimenter ces pratiques écologistes. Et là, je crois que je peux vous renvoyer pour des clarifications à l'émission que j'avais faite sur les périls de l'écologisme, avec les distinctions qu'il est nécessaire de faire entre justement le projet Gaïa et un certain détournement des dispositions religieuses de l'homme par le mouvement écologiste. Pierre Torti. Oui, c'est sûr qu'il faut mettre sa vie pour être un écologiste conséquent, il faut mettre sa vie en ordre. Je veux dire que nous ne pouvons pas nous permettre, si nous voulons donner l'exemple et montrer l'exemple, nous ne pouvons pas nous permettre de pratiquer un faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc il est clair et net que nous devons mettre notre vie en ordre. Il est clair que un écologisme conséquent passe en priorité par un refus catégorique du consumérisme moderne et de la société de consommation dans laquelle nous vivons, malgré nous. Mais nous devons absolument refuser cette société de la consommation et justement tendre vers ce qu'on appelle la simplicité volontaire. Vous en avez parlé. Je crois que c'est Pierre Rabhi qui parle de ça sous le terme de sobriété heureuse. C'est ce vers quoi nous devons tendre. C'est un chemin qu'il faut parcourir, mais comme tout chemin militant, qu'il soit écologiste ou politique, ce sont des efforts qu'il faut faire. Et ensuite, une fois que l'écologie est bien comprise, ces efforts n'en seront plus. Ils deviendront évidents. Nous parlions du bio au début de l'émission. Effectivement, c'est un effort entre guillemets de manger bio, puisque ça coûte plus cher. Et une fois qu'on a compris l'importance de l'alimentation biologique, l'effort de payer plus n'en sera plus un, puisqu'on aura compris quelles conséquences et quels bienfaits ils pourront nous apporter en termes physiologiques, en termes de santé, et apporter à la nature de notre pays. Évidemment, sur les dérives de l'écologisme, ça, évidemment, on est bien au courant que le New Age est malheureusement quelque chose qui a fait florès après, à la toute fin des 30 Glorieuses, au final. Et quand la crise était déjà là, arrivait. Mais on voit bien que c'est une impasse totale, si je peux me permettre, est une connerie sans nom, et surtout détourne la pensée du militant ou du chemin qu'il doit emprunter nécessairement, et d'un chemin de pensée sérieux, que ce soit du point de vue justement chrétien, puisqu'on sait l'apport, justement, vous l'aviez cité, du christianisme dans l'écologie, et on ne peut pas ne pas citer saint François d'Assise, qui est l'un des personnages essentiels justement, et que l'on recite souvent, et à juste titre d'ailleurs, tout aussi bien que les stoïciens ou les épicuriens. Rappelons que Épicure vivait au fond de son jardin, donc en contact avec la nature, et qu'il se satisfaisait lui-même. On dit toujours l'épicurisme de manière par abus de langage, comme un épicurien par abus de langage est un jouisseur, alors que Épicure lui-même se satisfaisait de pain et d'eau. Je pense qu'il y a là un accord qui peut justement une convergence des luttes qu'il faut mener, une convergence des luttes pour l'écologie, et aussi une convergence des luttes contre le New Age, tout ce qui aujourd'hui être peut-être regroupé sous le terme de New Age ou de Wicca ou autre dérive sectaire et totalement incapacitante et absolument fausse. Oui, d'ailleurs, on voit que ce n'est pas non plus absent d'autres courants. Autour des colibris, il y a beaucoup de présence de choses appartenant à l'anthroposophie, la théosophie, et on voit qu'en fait ces choses malheureusement polluent beaucoup de milieux, et le milieu de l'écologie n'en est absolument pas exempt. Au contraire, il est souvent un vecteur très commode finalement pour toutes ces dérives sectaires, occultistes et autres.
On se rapproche du moment de la fin de cette émission. Alors Pierre Torti, un mot de conclusion, parce que nous allons être obligés de nous retrouver pour poursuivre cette série sur l'écologie, pour parler la prochaine fois des 5 courants qui structurent cette écologie radicale lors du 2e volet de cette émission. Un mot de conclusion, c'est qu'on espère déjà avoir donné le goût aux auditeurs d'écouter la prochaine que nous ferons là-dessus, la suite. Lisez des livres, instruisez-vous, renseignez-vous sur ce qu'est l'écologie véritable, l'écologie conséquente. Éloignez-vous de tout ce qui peut vous induire en erreur quant à l'écologie, que ce soit l'écologie politique, institutionnelle, médiatique, New Age et sectaire. Réenracinez-vous. Lisez aussi bien des livres ou regardez des documentaires sur Claude et Lydia Bourguignon. Vous parliez au cours de l'émission, Monsieur K, des nuisances et de la toxicité, des perturbateurs endocriniens. Il y a un livre qu'il est important et à mon avis de connaître pour connaître l'état de notre pays. C'est un livre qui est sorti il y a quelques mois déjà, si ce n'est un an, qui s'appelle La France toxique, qui a été fait par le collectif des Robins des Bois, qui est un collectif de gauche, et qui recense toutes les pollutions qu'il présente sur le territoire national. Et une fois que vous aurez lu ce livre, vous comprendrez l'urgence de l'écologie, l'urgence d'agir qui nous incombe si nous ne voulons pas laisser à nos enfants une terre absolument dévastée et inhabitable. Pierre Torti, merci. Nous reviendrons sur la question de la toxicité. Nous ferons des émissions consacrées aux aspects théoriques de les causes qui ont conduit l'environnement à être entièrement saturé de produits toxiques, de produits chimiques. Et nous irons aussi aux solutions pratiques dans les émissions à suivre dans cette série sur l'écologie. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.